Parce que, après le coup d'État de 2012, il faut comprendre que la partie nord du Mali, donc les 3 régions nord du Mali, étaient occupées par des djihadistes pendant 1 an. Et au bout de 1 an, donc à partir de janvier 2013, les djihadistes ont commencé à venir un peu vers Bamako, à se diriger un peu vers le sud. Il y avait de l'urgence. Et c'est pour cela que le président de l'époque, Dioncounda Traoré, a fait appel à François Hollande. Mais sauf, il faut savoir que cette intervention était censée être ponctuelle. Ponctuel, ça veut dire, oui, ponctuel, ça veut dire les forces armées françaises ne devaient pas s'installer au Mali. Oui. C'était un appui aérien. Sauf qu'après, il y a eu les accords de 2014. Les renseignements. Non, les accords, en fait, vous savez la politique d'un pays, vous conviendrez avec moi qu'elle n'est pas statique. Oui, elle n'est pas statique, non. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas statique? Certes, le gouvernement qui a peut-être signé ces accords de 2014 de Barkhane a commis des erreurs, comme je l'ai dit, j'ai souligné un point qui va à l'encontre de la souveraineté du Mali. Mais à partir du moment où des autorités maliennes reviennent ou montrent leur volonté de revenir sur ça, je pense qu'on doit les entendre. Oui, on doit. Moi, je suis d'accord sur cette fin de la phrase. On est tous d'accord. Et c'est justement pourquoi, pour comprendre la situation qui se passe actuellement, il faut rentrer dans le préambule même du problème. Le problème, c'est que l'Afrique souffre d'une naïveté, d'une incompétence caractérielle. Je viens de te dire tout à l'heure que si tu as cru que la France est installée et venue vous aider parce que la France a une dette morale due au fait que les Maliens sont venus leur aider pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est que tu sors complètement du sujet. Non, la France est là pour des intérêts économiques en partie. L'une d'elles, c'est quoi? Il ne faut pas oublier que vous êtes frontalier avec le Niger, dans laquelle il y a une entreprise qui est fondamentale pour la... Areva. Mais bien sûr. Oui. Sachant que la base militaire, la grande base militaire française, elle n'est même pas située au Mali. Bien sûr. Elle est située où? Au Niger, entre la frontière entre le Mali et le Niger. Pourquoi elle est située là alors que le théorie se passe au Mali? Donc, il y a déjà des signes qui montrent un peu, quand on laisse faire ce genre de choses, vous venez nous aider, mais votre base militaire s'installe dans le pays voisin où se trouve une entreprise de chez vous. Alors qu'en réalité, vous devriez vous installer où nous sommes, parce que c'est là où l'autorité se fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'efficacité et l'unité qui manque. Et tu sais, il y a un dicton qui dit, ça vient de, si je ne me trompe pas, hein, de Napoléon qui disait pour régner, il faut diviser. Diviser pour mieux régner. Ouais, ouais. Quand on crée 55 États, officiellement l'Afrique c'est 55 États si on ajoute le Somaliland. Quand on crée 55 États, avec 55 États, c'est difficile de faire l'union. Parce que plus on est nombreux, plus il y aura des désaccords. C'est ce qui se passe. Pourquoi il n'y a pas eu l'armée de l'Union africaine? Pourquoi il n'y a pas eu des accords entre les pays parce que j'avais appris qu'il y avait eu des accords entre des pays qui étaient concernés dans la sous-région. Ils ont fait une petite armée. Les G5 Sahel. Exactement, ça n'a pas duré pendant longtemps. Parce qu'il y avait un problème d'équipement. Toujours en cours, oui, mais ça manque d'équipement. Les policiers se plaignent de ne pas être payés. J'ai même vu il n'y a pas longtemps dans Jeune Afrique, certains sont même payés après de 100 euros, 150 euros. Non, je pense qu'on doit contextualiser tout cela. Parce qu'aujourd'hui, tout ce dont on est en train de parler, je vous rappelle que tout ce dont on est en train de parler, ça fait désormais partie du passé. Aujourd'hui, les autorités de transition au Mali veulent tracer une nouvelle route. Oui, mon frère, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, vous avez rappelé dans le préambule de vos propos, il est rare pour ne pas dire jamais, un pays francophone qui demande à un ambassadeur de France de quitter le territoire. Raison pour laquelle... C'est inédit. C'est inédit, donc ça prouve toute cette volonté de désormais s'affirmer en tant qu'État souverain. Non, raison pour laquelle. Donc je pense que c'est surtout ce contexte actuel qu'on doit prendre en compte. Parce que tout ce dont on a parlé, c'est du passé. Aujourd'hui, il y a des autorités qui disent on n'est pas d'accord, notre pays nous appartient, nous traitons avec qui qu'on veut. D'ailleurs, c'est pourquoi on voit ces sabotages médiatiques qui veulent que ce sont des mercenaires, ce sont des trucs. Mais toujours est-il qu'au Mali, si c'est Wagner qui fait l'affaire, eh bien nous sommes preneurs. Ok, du coup, on va conclure sur ça, mais je vais quand même le préciser avant de passer au deuxième sujet, c'est que, attention, a tendance à croire que le meilleur vient souvent des autres. Parce que même avec Wagner, même avec le contrat que le Mali a signé avec la Russie, il faut toujours aller avec beaucoup de prudence, parce que dans cette histoire, dans les partenariats, il n'y a que les intérêts qui guident les États et non les accords d'amitié. Tout ça pour dire que pour l'instant, ça devient la Russie qui devient le bon partenaire, mais jusqu'à quand?
Merci madame et monsieur. On va passer au deuxième sujet qui sera celle de parler de la théorie du grand remplacement, une théorie développée par un écrivain célèbre qui est très connu en France, qui s'appelle Ferry. Non, ce qui s'appelle Camus. Hein? Camus. Ouais, Bon, Camus. pas Albert Camus. Non, pas Albert Camus, mais L'autre Camus. c'est un autre On Camus. reviendra juste après la pause. Une petite pause de publicité et on se retrouve. Aïe bobo, Mon frère, aïe bobo, On va en parler. aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. non, le Mali souffre. Le Mali souffre. Bon, Mais les gars, c'est un bon débat, mais Bonjour à tous, retour sur notre émission Agora sur Radio Fanfare Musique. Alors nous allons parler du deuxième sujet qui est notamment consacré à la théorie du grand remplacement, tout en rappelant que 80% de l'immigration s'est fait entre pays du Sud. Pourtant, le débat sur la question est devenu un enjeu majeur en Europe. D'autant qu'un écrivain très célèbre appelé Renaud Camus a lancé en 2014 une théorie qu'on appelle la théorie du grand remplacement qui consiste, plus ou moins de façon assez simpliste, il faut l'expliquer comme ça, à contextualiser l'idée selon laquelle les forces étrangères, noires ou arabes, vont envahir l'Afrique au point où il y aura un changement culturel ou de race, vont envahir l'Europe, autant pour moi, au point où l'Europe va se retrouver un changement culturel de race, qu'il appellera, c'est-à-dire la race blanche, au détriment de la race noire ou arabe, dû à ce mélange, dû à ce brassage qu'on appelle aussi le melting pot. Dans ce cas-là, nous, avec nos invités, nous allons tenter un peu ici de comprendre, est-ce que n'est-elle pas une théorie assez fumeuse, comme on le dit dans le langage courant? Est-ce que c'est une théorie qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, ou on n'est pas là en train d'exagérer sur un peu la conception qu'on pourrait faire de l'immigration en jouant sur les braises et sur la peur de la situation actuelle? Et du coup, nous allons un peu lancer le débat tout en se posant la question de savoir est-ce qu'on peut parler de la théorie du grand remplacement à travers la vague d'immigration qu'on peut constater, qui est évidente, qu'on le veuille ou pas, actuellement en Europe? Est-ce que pour autant, on peut arriver à une théorie, comme le même le dit, un remplacement de la race blanche en Europe? Sur ça, vous commencez. Ouais, premièrement, pour utiliser le mot, la théorie des grands remplacements, on sait bien que l'écrivain était quelqu'un qui avait la haine contre les émigrés et à la fin il était aussi condamné pour sa haine. Et donc pour dire il y a une théorie des grands remplacements qui se passe en Europe, moi je suis pas vraiment d'accord parce qu'on ne peut pas parler à ce cas. Pourquoi? Ça fait des années qu'il y a les immigrants qui viennent en Europe et ça n'a jamais changé la situation qui est, la race blanche ou la race européenne, c'est déclin. Et donc, moi, on ne peut pas parler de la théorie des grands remplacements d'ici. Et cette théorie, je crois, c'est cette théorie pour contextualiser également, tente à imposer dans le débat public l'idée selon laquelle il y a un complot mondial, un complot des élites mondiales contre la population européenne, un complot qui tente à remplacer les populations européennes par d'autres populations venant particulièrement d'Afrique ou d'ailleurs. Donc, c'est sur la base de ce complot, il y a des politiques en France qui tentent d'imposer cette théorie pendant l'élection présidentielle en France. Et on va s'adresser à notre deuxième invité. Que pensez-vous de cette théorie? Alors, moi, je pense que c'est une théorie qui est vide d'essence. Parce que, comme mon co-débatteur vient de souligner, je pense que depuis que le monde existe, il y a toujours eu de l'immigration. Mais à ma connaissance, je n'ai pas vu un pays qui a changé. Je n'ai pas vu un pays où la totalité de la population a changé. Quand bien même qu'il existe de l'immigration, comme je l'ai dit, depuis très longtemps. Je pense que c'est surtout une théorie qui est alimentée par des courants d'extrême droite qu'on peut constater en Europe. Bon, par exemple, ici en France,
qui est surtout soutenu par Éric Zemmour, il faut le dire. Et c'est une théorie aussi qui s'appuie sur la peur. La peur qui consiste à dire que tous les maux viennent de l'extérieur. Tous les maux viennent de gens venus d'ailleurs. C'est assez simple à affirmer comme ça. Mais est-ce que réellement dans les faits, c'est ça? Je ne pense pas. Je pense que l'immigration, c'est aussi un socle de développement pour un pays, notamment pour la France. Mais comme je l'ai dit, c'est surtout cette volonté de s'appuyer sur la peur de la population et pour des intérêts purement politiques. Vraiment, purement politiques. Mais sinon, concrètement, dans les faits, pour moi, encore une fois, c'est une théorie qui est vide de sens. Bon, moi, je vais peut-être un peu faire l'avocat du diable, parce qu'après tout, c'est le but du débat. Oui, admettons, c'est une évidence, après tout. Chacun joue sur les braises qui le concernent, ou qui l'arrangent, plus ou moins. Certainement que l'extrême droite joue sur les peurs, mais sachons quand même reconnaître l'évidence. L'évidence, c'est quoi? C'est que il y a toujours eu de l'immigration, c'est vrai. Sachant aussi que 80% de l'immigration s'est fait entre les pays du Sud. Voilà, surtout. Mais on peut quand même essayer d'analyser qu'est-ce qui peut expliquer cette forte immigration des pays du Sud vers l'Europe. Et c'est peut-être qu'aussi là, ça va rejoindre peut-être en grande partie le débat que nous avons eu dans le premier sujet, qui est celle de nos États africains, qui est de nos États du Sud. L'incompétence, la malgérance, la duplicité, la corruption, qui en quelque sorte favorise aussi cette immigration et dont nous, au final, nous, soi-disant, qui sommes des immigrés, après tout. C'est quoi un immigré? Un immigré, c'est quelqu'un qui change d'un endroit à un autre. Immigré, c'est partir d'un point A à un point B. Tout à fait. Et après tout, parce que quand j'ai les chiffres actuellement, là, je regarde les chiffres. La population de l'Union européenne est de 447 millions d'habitants. Dans les 447 millions d'habitants, 23 millions étaient des citoyens hors de l'Union européenne. Et on a 37 millions qui sont même pas nés dans l'Union européenne. Ça fait peu, c'est pas grand-chose. Mais tout en sachant que l'Afrique, ça croît. On dit que d'ici 2030, l'Afrique va atteindre un chiffre après le double de la Chine. Alors, donc, il est normal, il est légitime que les Occidentaux se demandent, mais alors où va l'Afrique? On va finir peut-être, à tort ou à raison, mais ça reste des questions assez légitimes. À tort ou à raison, on va finir par être envahi par tout un continent d'ici à 10 ans, compte tenu de la démographie de l'Afrique. Donc, c'est des questions assez légitimes. Donc, il ne suffit pas simplement de dire que c'est des questions d'extrême droite, mais c'est aussi des questions de politique publique qu'on a chez nous, qui est des questions qu'on doit aussi remettre en cause dans nos pays du Sud, mais également les questions que nous, les intellectuels, soi-disant, qui sommes ici en Europe, on doit aussi se poser, qu'est-ce qu'on fait après tout? Pour la plupart d'entre nous, nous sommes venus en France pour des études, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'aimerais rebondir effectivement sur ce point. Je pense que vous avez bien fait de souligner le fait que, généralement, la source de l'immigration, je suis d'accord avec vous sur ce point, c'est parce que, pourquoi on émigre? Parce qu'on n'a pas ce dont on a besoin ce soir.